Bonjour à tous, bienvenue à cette session « Comment Veolia a sécurisé et démocratisé l'intelligence artificielle générative au sein de leur entreprise ». Et j'ai la chance d'être accompagné par... Bonjour à tous, Nasma Brahmi, je suis architecte solution chez AWS. Et Fouad. Bonjour à tous, Fouad Mac, donc responsable du département architecture, engineering et expertise pour la DSI Group de Veolia. Alors la présentation se fera en 3 temps. J'aurai la chance de vous présenter quelques retours d'expérience autour de l'intelligence artificielle générative d'expériences au sein de certains de chez nos clients. Nasma ensuite présentera un aspect plus produit et ensuite Fouad viendra nous parler de son expérience. Alors je vais commencer. Alors tout d'abord, je suis Thierry Pierre, je suis spécialiste en intelligence artificielle et machine learning depuis maintenant 6 ans chez AWS et j'ai la chance de vous rencontrer des clients au quotidien sur ces différents sujets. Alors, démocratiser, le mot démocratiser, la définition de démocratiser, je ne reviendrai pas dessus, mais en gros, cette présentation a pour objectif de vous donner les éléments qui vous permettent d'appréhender nos solutions sur cet angle, comment finalement faciliter la mise en œuvre des cas d'usage autour de l'intelligence artificielle générative et intelligence artificielle classique. Tout d'abord, à travers le prisme des solutions que l'on propose. Alors, le choix des modèles, ça a été mentionné par Julien ce matin, par Meylan également. Le choix des modèles, c'est un élément qui est extrêmement important. L'aptitude de pouvoir choisir sa technologie, l'aptitude de pouvoir choisir le corpus qui a permis d'entraîner le modèle que l'on choisit, ou même la taille du modèle en fonction du cas d'usage. On ne croit fondamentalement pas au fait qu'il n'y a qu'un seul modèle susceptible de répondre à tous les cas d'usage et à tous les contextes de nos clients, et surtout à tous les retours sur investissement par rapport aux enjeux métiers qui sont considérés. Le pattern de consommation, donc cette méthode que l'on a de mettre en œuvre le modèle, donc l'architecture, était également un élément important. L'accessibilité aux technologies, c'est-à-dire la simplicité et surtout l'adéquation de ces technologies par rapport à la connaissance, par rapport à ce qu'on connaît de l'intelligence artificielle. Des gens qui veulent simplement consommer, d'autres qui veulent simplement concevoir, construire. Les builders, on l'a mentionné très souvent ce matin pendant la keynote. Enfin, la personnalisation, c'est souvent l'élément différenciant d'une entreprise à une autre. La donnée, comment je peux personnaliser le modèle et comment je peux avoir finalement une précision qui est liée à ma chaîne de valeur, à mon métier et à la valeur que je veux générer et à mon cas d'usage. Et enfin, je vais terminer par également un élément qui est incontournable quand on parle d'intelligence artificielle générative, c'est l'aptitude que l'on a à mettre en place des règles de contrôle de cette intelligence, de contrôle à la fois dans la saisie, dans ce que l'utilisateur entre dans ces cas d'usage, mais également dans la sortie. Et on parlera des garde-fous et de l'aptitude de mettre en place sa propre règle par rapport à ses conformités, à son secteur d'activité. Alors commençons par... je suis allé un peu vite. Déjà, commençons par maîtriser la télécommande. Alors, démocratiser, c'est le choix dans les modalités de mise en œuvre. Il y a des fois, je n'ai pas du tout envie d'être... je veux consommer rapidement, je veux que le temps de mise en œuvre soit le plus rapide possible et je veux pouvoir mettre en place des cas d'usage qui sont déjà éprouvés. Le chatbot, par exemple, en intelligence artificielle générative ou l'expérience de recherche augmentée, ce sont les cas d'usage que 100% des entreprises aujourd'hui considèrent en externe ou en interne. Donc je dois pouvoir le consommer de telle manière à le mettre en œuvre rapidement et en fonction de mes données, en fonction des différentes applications qu'il y a derrière. Je dois pouvoir aussi concevoir, mais en tant que simple développeur d'applications, sans être un data scientist. Et c'est là également que des solutions comme Amazon Bedrock, dont on a parlé ce matin, permet finalement à des concepteurs d'applications de pouvoir avoir sa propre expérience avec son propre modèle à travers de simples API. Puis enfin, le data scientist, le scientifique de la donnée, qui lui veut aller un peu plus loin, veut créer son propre modèle, veut avoir son architecture, veut avoir son propre corpus de données, veut faire son propre enrichissement de modèles. Et là, on aura des solutions qui seront adaptées. Donc, une solution, un personnage, comme on dit, un profil d'utilisation, c'est aussi ça, la démocratisation d'accès à la technologie. Alors, la démocratisation, c'est le choix des modèles, je l'ai dit, on l'a répété, c'est le choix dans les types de modèles. Il y a des modèles qui sont propriétaires, totalement propriétaires. On citera par exemple Anthropic, c'est un modèle qui est enrichi et qui permet finalement d'avoir une très grande intelligence
Et puis, vous avez des modèles qui sont open source, qui sont accessibles. On a mentionné Mistral, par exemple, ou Dixip, qui sont aujourd'hui tout à fait accessibles. Et l'idée, c'est aussi de choisir en fonction de ces modalités-là. C'est le choix également de la modalité. La modalité, Arthur en a parlé tout à l'heure, c'est le son, c'est l'image, c'est la vidéo. Et vous verrez par exemple dans l'expérience que l'on propose à travers les modèles Nova, eh bien, on dispose de cette pluralité en matière de modalité. Alors prenons ici quelques exemples. Vous avez vu ce slide en keynote, je ne vais pas revenir dessus. C'est un extrait des 179 modèles qu'on propose aujourd'hui en format serverless. Pour les gens qui ne sont pas familier avec ce mot serverless, serverless, c'est-à-dire que je consomme à la demande, je paye ce que je consomme, je n'ai pas à administrer, je n'ai pas à monitorer, je n'ai pas à provisionner, je consomme directement un modèle. Et ça, c'est cette expérience-là qu'on propose avec Bedrock pour tous ces modèles ici présents sur ce slide. Et puis on a, en décembre dernier, lancé notre choix également de modèle Nova. Alors Nova aujourd'hui est une gamme de modèles très avancée avec des ratios coût-performance qui sont très compétitifs. Si vous prenez le Amazon Nova Lite, c'est le ratio coût-performance d'un modèle multimodal le plus bas du marché et qui permet d'avoir un niveau d'intelligence tout à fait adapté à des cas d'usage tout à fait traditionnels de chatbot. Alors, ces modalités, ici, vous allez voir qu'on propose aussi des modèles type réel qui permettent de faire de la génération vidéo ou Canvas, de la génération d'images, et qui évoluent avec le temps, puisqu'on vient de lancer la dernière version Amazon Canvas 1.1 et qui fait vraiment de la photo très réaliste. Alors, je ne resterai pas également sur tous les autres modèles, tous les autres fournisseurs de modèles qui viennent en partenariat étoffer finalement notre offre à travers Bedrock et à travers de simples API. Tous ces modèles sont accessibles à travers de simples API pour pouvoir justement développer des applications avec ses propres expériences. Alors, déployer des modèles, c'est aussi avoir très tôt le modèle. C'est-à-dire, typiquement, Pixtral qui a été annoncé, Pixtral Large qui a été annoncé, ce matin, qui est disponible aujourd'hui, ce matin, eh bien, on le met à disposition rapidement parce que l'objectif, c'est que vous puissiez disposer de cette innovation le plus rapidement possible. Et c'est tout l'objet de la marketplace Bedrock. C'est vraiment dans l'esprit de pouvoir mettre en œuvre rapidement, avant même d'avoir une expérience serverless, pouvoir aller chercher un modèle, quel qu'il soit open source, qu'il soit propriétaire, et pouvoir disposer rapidement de ce modèle que je peux ensuite déployer à travers en choisissant ma propre GPU. Donc, c'est, je dirais, l'antichambre de l'expérience serverless, et c'est un moyen d'accéder très rapidement, à travers la marketplace, à toutes les nouveautés, avec un time to market extrêmement petit. Alors, le choix, c'est aussi, pour les data scientists, l'aptitude de pouvoir développer des applications rapidement. C'est aussi cette aptitude à aller chercher et à fouiller, à créer ses propres modèles. On a des acteurs qui viennent créer leurs modèles, qui viennent entraîner leurs modèles. Vous avez vu le témoignage de Poolside ce matin. En utilisant nos infrastructures, en utilisant nos outils, en utilisant même nos processeurs, quand on parle de Trainium ou d'Inferentia, ce sont des accélérateurs qui ont été développés par Amazon, par AWS, justement pour offrir ce ratio coût-performance le plus optimum pour des acteurs qui souhaitent, bien entendu, entraîner ces modèles, mais aussi inférer avec le meilleur ratio coût-performance. Alors, cela étant dit, vous avez aussi nombreux clients qui viennent nous voir en disant « Moi, je veux simplement consommer des cas d'usage qui sont éprouvés et sur lesquels il n'y a aucune raison de faire du développement et de perdre du temps à faire du développement. Je ne veux pas réinventer la roue. » Et on a toute une suite de solutions comme Amazon Q Business, c'est le chatbot étendu avec plus de 40 connecteurs sur des applications bureautiques, sur des applications de tout type, que ce soit des applications, toutes celles que vous connaissez sur vos postes de travail, ou celles qui sont en back-office, des documentaires, du SharePoint, du Teams, du Google Drive, du OneDrive, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est également les outils de développeurs, d'assistance, d'augmentation de la productivité pour les développeurs. Vous avez eu une présentation avec Mélan tout à l'heure. C'est comment augmenter finalement l'expérience aussi de l'analyste en injectant le langage naturel et les chatbots dans les outils d'analyse de business intelligence, dans les centres d'appel à travers Connect et bien d'autres outils. L'idée, c'est vraiment de vous offrir une expérience prête à l'emploi dans les différents outils que l'on propose. La personnalisation et la démocratisation, c'est bien entendu la personnalisation avec vos propres données et le choix dans les modalités. Des gens qui souhaitent simplement ne pas trop modifier le modèle. On va faire du prompt engineering. On va pousser finalement la personnalisation et on va faire ce qu'on appelle du few shot pour pouvoir personnaliser en fonction de ses propres données lorsqu'on le peut.
On va faire aussi une architecture qu'on appelle Retrieval Augmented Generation, et cela, on va pouvoir le faire avec Bedrock. On va pouvoir aussi utiliser de la donnée labellisée. Vous avez déjà des questions et les réponses, eh bien, on va pouvoir les utiliser pour pouvoir fine-tuner le modèle, l'adapter en fonction de vos données. Ou alors, vous avez un énorme volume d'informations qui ne sont pas labellisées. Ce sont des documents textes, eh bien, on va pouvoir faire ce qu'on appelle du continuous pre-training en utilisant finalement les technologies d'intelligence artificielle générative pour pouvoir vous offrir cette expérience. Alors, tout l'enjeu dans cette expérience, c'est de juguler entre la précision des réponses, la latence, le temps de réponse le plus rapide possible, et bien entendu le coût. Alors, il y a d'autres critères, bien entendu, qui peuvent jouer, mais les 3 grands critères principaux sont coût, précision et performance. Dans un monde idéal, on n'est pas candide, mais dans un monde idéal, on aimerait maximiser la précision, maximiser les performances et minimiser les coûts. Mais malheureusement, on n'est pas dans ce monde, on n'est pas dans ce monde-là, et il va falloir juguler entre ces différents éléments. Alors la première, c'est prenons un chatbot. Souvent, le chatbot, on va optimiser la performance. Et donc, on va choisir le modèle de telle manière à ce que la performance soit optimum par rapport au cas d'usage. Souvent, là, cette performance, elle peut réduire la précision et elle peut avoir bien entendu un impact sur les coûts. Si je prends un autre exemple, c'est la génération de documents ou le traitement de documents à des fins réglementaires, par exemple, c'est une expérience qu'on a, on va être beaucoup plus axé sur la précision et peut-être aux dépens de la performance ou du coût. Donc il va falloir jouer avec ces éléments-là, et pour pouvoir jouer avec ces éléments-là, eh bien, on a différentes méthodes, et là je vais appeler Nasma pour venir nous parler des outils et des méthodes pour pouvoir justement choisir le bon modèle et les technologies sous-jacentes. Nasma, est-ce que tu peux venir? Merci Thierry. Merci. Merci. Donc, en résumé, nous avons aujourd'hui 3 leviers principaux sur lesquels on peut se baser pour donc optimiser ou bien simplifier l'adoption de l'IA générative. Donc tout d'abord, on a le choix du modèle. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les modèles les plus grands ou bien les plus complexes ne sont pas forcément la meilleure solution. Donc il faut choisir un modèle qui est plutôt adapté à son cas d'usage spécifique. Ensuite, on a le prompt engineering, c'est-à-dire maîtriser l'art de créer des prompts efficaces. Et enfin, donc, on a les techniques de RAG ou de fine-tuning qui permettent notamment d'affiner les entrées de nos modèles d'IA générative pour qu'ils s'adaptent à notre contexte spécifique. Et donc, pour travailler sur chacun ou bien actionner chacun de ces leviers, donc, on a différentes features de Amazon Bedrock qui vont nous aider pour ça. Donc, la première fonctionnalité dont on va parler est en relation avec le choix du modèle. Donc, pour simplifier justement le processus de sélection du modèle, on a la fonctionnalité évaluation de modèle sur Amazon Bedrock qui repose sur 2 approches. Donc, on a l'approche automatique qui va venir utiliser des datasets pour des cas d'usage bien spécifiques. Et donc derrière, elle va faire des calculs sur l'accuracy, sur la robustesse, mais aussi la toxicité des modèles. On a la deuxième approche qui est plutôt une approche manuelle. Et donc là, vous allez avoir le choix entre des métriques prédéfinies ou bien des métriques personnalisées et l'opération d'évaluation en soi. Donc vous pouvez la faire vous-même, comme vous pouvez faire appel à des équipes AWS spécialisées. Le prompt management. Donc là, on est sur un constructeur de prompt intégré dans la console AWS. Ça veut dire que vous allez pouvoir construire vos prompts un peu dans le même environnement que vous avez l'habitude d'utiliser, mais vous pouvez aussi faire appel aux API de Bedrock. Donc là, vous pouvez le voir comme une sorte de bibliothèque intelligente qui va vous permettre de créer, de cataloguer l'ensemble de vos prompts, mais aussi de les intégrer dans l'ensemble de vos workflows, car il y a une intégration transparente directement avec les flows. Maintenant, quand on se pose la question quel est l'élément commun entre les différents leviers, eh bien, c'est la donnée. Donc la donnée, c'est un peu l'élément clé
qui va nous permettre d'optimiser chacun de ces leviers-là. Après, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir profiter au maximum de nos données? Comment est-ce que nos modèles vont pouvoir utiliser nos données de manière la plus pertinente? Et donc, on a sur Amazon Bedrock la fonctionnalité de Knowledge Base qui permet justement d'optimiser ou bien d'automatiser tout le processus de RAG, de l'ingestion de la donnée, jusqu'à l'enrichissement de vos prompts avec ces données-là. Et donc, sur cette fonctionnalité, on a notamment 3 points clés qu'il faut retenir. Donc, le premier, on a l'ingestion du contexte qui est totalement native. Et donc, ça permet à vos applications de maintenir des conversations à plusieurs itérations de manière naturelle. Ensuite, donc le deuxième point, c'est les réponses qui sont accompagnées de la source. Donc, ça permet notamment d'améliorer la transparence, mais aussi de minimiser les risques d'hallucination. Et enfin, donc, on a cette intégration qui se fait de manière sécurisée entre les modèles et les sources et qui peut aussi donc, être gérée directement à partir des workflows, que ce soit pour l'ingestion ou pour la recherche. La distillation de modèles, qu'est-ce que c'est? Donc là, on est sur un transfert de connaissances entre un professeur et un étudiant. Donc, d'un côté, on a le modèle professeur, qui est un modèle plus intelligent, un modèle dont vous appréciez la performance et donc la précision. Donc, c'est un peu votre modèle de référence. Et puis, de l'autre côté, on a un modèle qui est moins coûteux, qui est plus léger, qu'on va personnaliser sur notre cas d'usage spécifique. Donc, le processus de distillation se fait en 3 étapes clés. Donc, on a la première étape, c'est de fournir les prompts à notre modèle professeur. Le modèle professeur, donc, il va nous fournir des réponses de haute qualité. Et ces réponses-là, elles vont être utilisées pour entraîner et personnaliser le modèle étudiant. Donc, au final, on va avoir un modèle qui est plutôt moins léger, moins coûteux, mais qui est aussi performant que le modèle professeur sur notre cas d'usage bien spécifique. Et c'est ce qu'on appelle le modèle distillé. Le multi-agent. Donc ici, comme disait Thierry, quand on parle de la démocratisation de l'IA générative, on parle du fait de la rendre accessible à tous. Et donc là, l'objectif de cette fonctionnalité, c'est justement de rendre l'IA générative accessible aux personnes qui ne sont pas forcément des spécialistes en IA générative. Donc là, ça permet notamment aux développeurs de pouvoir créer des applications qui reposent sur des agents spécialisés, dont donc la complexité réside notamment dans la coordination de ces agents-là. Et donc la fonctionnalité permet notamment de gérer toute cette coordination qui peut représenter un défi par rapport aux personnes qui ne sont pas forcément des spécialistes en IA générative. Maintenant, il y a un point qui peut être contraignant par rapport à l'adoption de l'IA générative qu'on voit souvent, c'est bien donc la toxicité des modèles. Et c'est une préoccupation qui est tout à fait légitime. Donc on peut l'imaginer, c'est comme si vous donnez un peu les clés de votre voiture à un adolescent qui n'a pas de permis. Donc au final, c'est un peu effrayant. Et c'est la même chose avec l'IA générative, sans les garde-fous. Donc la fonctionnalité de guardrails sur Amazon Bedrock vous permet justement de mettre en place des mesures qui vont répondre un peu à vos exigences, qui vont répondre à vos politiques d'IA responsables. Et donc concrètement, vous allez pouvoir filtrer du contenu indésirable, un contenu que vous estimez inapproprié ou bien dangereux. Vous pouvez le faire même en langage naturel. Vous pouvez bloquer une liste de mots-clés, mais ça permet aussi de filtrer les hallucinations, car la fonctionnalité est capable de vérifier la cohérence entre les réponses et donc votre contexte.
Toujours dans la même perspective de démocratisation des IA génératives, donc on a la flexibilité en termes de coûts ou bien de tarifs de consommation du service qui est très importante. Et donc sur Amazon Bedrock, on est sur 3 modèles de tarification. Donc on a d'abord le modèle à la demande, qui est donc le modèle sans engagement, qui est basé sur le nombre de tokens d'entrée et de sortie. On a le deuxième modèle qui est le Provision Throughput, donc on est sur de la capacité réservée. Donc là, on est sur un engagement de 1 mois jusqu'à 6 mois, avec un tarif horaire qui est plutôt avantageux. Et enfin, on a le Batch Inference, qui est plutôt adapté donc du traitement par l'eau, le traitement de prompt par l'eau. Et là, c'est le tarif le plus avantageux. Comment cela se passe chez nos clients? Donc, je laisse M. Fouad Mak vous l'expliquer. Merci. Bonjour à tous, ravi d'être aujourd'hui sur scène et honoré de pouvoir vous présenter le parcours de Veolia sur l'adoption de la GenAI à grande échelle. Il y a près de 2 ans, en septembre 2023, nous avons construit et lancé une plateforme qu'on a ouverte à l'ensemble des collaborateurs de Veolia avec un nom très imagé qui s'appelle Veolia Secure GPT, GPT pour Generated Pre-trained Transformer. Laissez-moi tout d'abord vous parler un peu de ma société, Veolia. Donc, Veolia est une jeune société fondée il y a 170 ans, un peu plus, présente sur 3 grands métiers, l'eau, les déchets et l'énergie, présent sur 57 pays, avec un peu plus de 220 000 collaborateurs maintenant, et un chiffre d'affaires consolidé de 45 milliards d'euros de chiffre d'affaires environ pour 2024. La GenAI, c'est un risque et une opportunité. Avant de vous parler de la GenAI, je vais vous présenter succinctement les transformations majeures initiées par les directions IT de Veolia ces 12 dernières années pour vous présenter le caractère innovant, aventureux également des équipes IT de Veolia. Il y a un peu plus de 12 ans, on a pris un certain nombre de virages, remplacé par exemple la suite bureautique Microsoft par la suite bureautique Google. Premier changement fondateur dans les différentes transformations mises en place par les équipes IT de Veolia. Ensuite, on a été l'une des 2 ou 3 premières sociétés du CAC 40 à expérimenter le cloud public et à ensuite mettre en production des applications à grande échelle sur le cloud public. Donc à partir de 2013-2014, et puis ensuite à partir de 2015-2016, un nombre important d'applications ont été déployées sur le cloud public, avec une accélération majeure sur 2018, 2019, 2020, pour pouvoir fermer un grand nombre de data centers managés précédemment par les équipes IT de Veolia. D'autres changements fondateurs également, qui sont des socles indispensables justement pour la réussite de ce parcours de GenAI chez Veolia. Je vais vous donner 2 autres exemples. Le changement d'accès à la donnée, donc permettre aux collaborateurs métiers de pouvoir directement accéder à la donnée, donc nos data lakes chez Veolia, à grande échelle, leur permettre de pouvoir appuyer leurs décisions non plus sur un sentiment, mais sur des faits, des indicateurs, des mesures. Autre transformation également importante, on a transformé nos dispositifs, nos devices, donc les ordinateurs fournis à l'ensemble des collaborateurs, avec une approche web first qui a pour objectif de retirer tous ces clients lourds, toutes ces couches intermédiaires entre l'application et l'utilisateur pour passer uniquement par un navigateur. Autre changement également très important sur la façon de gérer les sujets de sécurité dans l'IT de Veolia. On a travaillé depuis très longtemps sur une approche Zero Trust, donc qui va permettre de pouvoir appliquer un niveau de sécurité amélioré sur les différentes couches, donc la partie device, network, réseau, application et data, afin de pouvoir améliorer le niveau de sécurisation de nos assets digitaux chez Veolia. La GenAI représente des risques pour toute entreprise et d'énormes opportunités. Les risques sont assez évidents, je vais les rappeler ici brièvement. On a un risque avec les outils publics accessibles directement par les collaborateurs de la société, d'accéder à des données qui peuvent être fausses, à des données qui peuvent également être réutilisées via les questions par les fournisseurs d'LLM pour réentraîner leur modèle, donc un risque d'exfiltration de nos données, également un risque de violation du droit d'auteur, un risque de réputation. Et les coûts environnementaux qui vont avec, puisque s'appuyer sur les plus gros LLM du marché pour tous les usages de GenAI serait une gagerbie qu'on veut éviter.
Opportunité, énorme opportunité, puisque la raison d'être de Veolia, qui est le champion de la transformation écologique, est d'apporter des solutions qui vont permettre aux clients de Veolia, qui sont des collectivités et des entreprises, des industriels, de pouvoir accélérer les solutions qu'ils mettent en place pour pouvoir décarboner, régénérer et dépolluer. Et donc pour ce faire, un programme structurant a été lancé qui s'appelle AI for Green Up, qui va pouvoir utiliser ces nouveaux outils et également intégrer la dimension humaine et la dimension process pour réussir cette transformation à l'échelle de Veolia. L'objectif étant d'apporter ces outils, mais également de se poser les bonnes questions sur la façon de faire évoluer nos process, de former les collaborateurs pour pouvoir augmenter les employés, augmenter les opérations et augmenter nos clients. L'objectif n'étant évidemment pas de remplacer des collaborateurs. Veolia est une belle société avec d'énormes objectifs de croissance, mais de permettre aux collaborateurs de trouver plus de plaisir au quotidien, pour pouvoir se concentrer sur les tâches les plus importantes et pouvoir déléguer une partie de ces tâches à leurs assistants. C'est ce qu'on va voir par la suite. Une rétrospective que je vais vous partager ici. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail des différentes évolutions de la plateforme, de GenAI, de Veolia. Ce qu'il faut en retenir, il est indispensable de pouvoir fournir aux collaborateurs de Veolia un choix très large de modèles. Comme ça a été dit précédemment, et ça fait partie également de nos convictions, il n'y a pas un seul modèle qui puisse répondre à tous les cas d'usage et à toutes les problématiques. Donc offrir un choix très large en offrant aux collaborateurs les meilleurs modèles du marché, donc avec une plateforme qui permet d'agréger, donner accès à ces différentes plateformes. Autre concept très important dans cette approche-là, être très rapide. À chaque fois qu'un modèle est disponible sur le marché, s'appuyer sur différentes plateformes, dont AWS Bedrock, pour pouvoir mettre à disposition à grande échelle ces nouveaux modèles et leur permettre de pouvoir les consommer sans problème de quota ou de throttling. Autre sujet, un LLM, c'est un outil aujourd'hui presque une commodité, même si ce n'est pas tout à fait vrai avec les nouvelles évolutions de modèles auxquels on a accès tous les mois, mais c'est une porte d'entrée vers un nouveau monde, puisqu'un LLM peut être augmenté, intégré à ce qu'on appelle un workflow agentique. Donc un LLM va permettre de pouvoir interagir avec son environnement, avec des bases de connaissances via le principe du RAG, avec des applications via le principe des agents, à travers différentes interfaces entre les API et les LLM qu'on va passer par du function calling. L'objectif de ces différentes évolutions que vous voyez ici, c'est de pouvoir construire et mettre à disposition des fonctionnalités à l'échelle de Veolia, aller très vite et ne pas répéter, redévelopper X fois la même chose. Vous voyez qu'en septembre 2023, l'application Veolia Secure GPT a été ouverte à l'ensemble des collaborateurs. Et le mois suivant, en octobre 2023, la plateforme Veolia Secure GPT a été ouverte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a ouvert l'ensemble des fonctionnalités de l'application par API aux différentes équipes IT présentes dans les 57 pays de Veolia pour leur permettre de construire ces fondations et d'accélérer le changement de leur transformation, le changement de leur processus, et l'intégration à leur système d'information. Donc une approche composable qui leur permet de pouvoir accélérer et de ne pas refaire X fois ce qui a été fait par une équipe. Autre point prépondérant dans les changements qu'on a opérés, la partie multimodalité. Il y a 1 an et demi, ça n'existait pas. Il y a 1 an, on pouvait interroger un LLM, il fournir des images. Et depuis 6-8 mois, de plus en plus de modèles permettent de pouvoir directement interagir avec différents types de documents, texte, PDF, Markdown, audio, vidéo. Donc toutes ces fonctionnalités sont également disponibles sur la plateforme, avec la possibilité de pouvoir interagir en mode texte-to-texte avec son clavier et en mode speech-to-speech avec une interface universelle qui est accessible quel que soit le modèle ou le type d'assistant que vous allez consommer. Cette slide résume ce qui a été fait en 2023 et en 2024. En 2023, on a mis à disposition différents services, un service de chat conversationnel dans lequel vous pouvez changer de modèle pendant votre discussion, un service de traduction qui s'appuie sur la GenAI, un service d'interrogation de documents, un service de base de connaissances à grande échelle, donc qui permet de vectoriser des dizaines de milliers de documents organisés dans des bases de connaissances et qui, via des gestions d'accès, peuvent être ensuite consommés directement.
Et puis, en 2024, à partir de juin 2024, on a débuté des premières expérimentations sur la plateforme agentique qu'on a intégrée à la plateforme Veolia Secure GPT. 3 niveaux d'assistants. J'aime beaucoup cette slide-là puisque ça permet de prendre un peu de recul et de positionner ces différents types d'assistants auprès des collaborateurs de Veolia. Le principal changement, la principale révolution qu'on est en train de vivre est la suivante. Auparavant, pour beaucoup de projets IT, on avait besoin des geeks pour pouvoir le mettre en place. Avec cette nouvelle approche, on met à disposition une approche no-code auprès des métiers de Veolia. Donc les équipes IT configurent des assistants, les équipes IT un peu partout dans le monde contribuent au code de la plateforme, c'est une chose, mais les équipes métiers sont acculturées, sont formées, ils sont autonomes pour créer directement leur assistant, configurer leur assistant, fournir les instructions, ce qu'on appelle la partie prompt de l'assistant, le tester, le versionner, quand il est prêt, le publier en un clic. Donc c'est ce qu'on a mis en place chez Veolia, ce qui permet de pouvoir accélérer les cas d'usage, et on va le voir sur le chiffre que je vais vous présenter juste après. Il est important de ne négliger aucun type d'assistant. Donc vous avez ici le niveau 1. Le niveau 1, c'est je consomme, j'appelle un LLM avec un prompt personnalisé, un système prompt personnalisé, dans un assistant pour répondre à certains cas d'usage. C'est un mode assez simple, mais qui permet déjà de résoudre beaucoup de cas d'usage et de rendre beaucoup de services. Deuxième type d'assistant, celui qui va s'appuyer sur du RAG. On va charger des données, des documents, qui vont être chunkés, vectorisés, stockés, et qui vont pouvoir être consommés via des assistants. Ces assistants-là vont être améliorés par rapport à du RAG classique, puisque en fonction du cas d'usage, on va pouvoir également modifier, customiser le système prompt de l'assistant qui va consommer ces bases de connaissances. Donc ça peut être des bases de connaissances, puisque un assistant peut s'appuyer sur plusieurs bases de connaissances en fonction du cas d'usage qui est traité. Et puis le niveau 3, où on va aller encore plus loin. Ça veut dire qu'on va aller interroger des données non structurées, donc des bases de connaissances, des données structurées qu'habituellement on gère dans des bases de données, pour pouvoir permettre à un assistant d'agréger et de s'appuyer sur les deux types de données. Donc ces données structurées vont pouvoir être requêtées directement en mode texte ou SQL en allant attaquer nos data warehouse, mais également par API en allant attaquer, consommer les données dans une application, soit en mode lecture, donc c'est ce qu'on a mis en place l'année dernière, et depuis cette année en écriture, donc pouvoir modifier, interagir directement sur le système d'information depuis un assistant. Le cas le plus simple, c'est je fais un appel sur ma plateforme bureautique pour pouvoir envoyer par email le contenu de ma discussion avec mes credentials. Le deuxième cas, un peu plus complexe, je vais directement aller insérer dans une base de type Lakehouse des données issues de mon analyse. Le troisième cas, je vais soumettre un ordre d'achat à mon ERP à travers mon assistant sans quitter mon assistant. Vous avez ici, c'est un peu petit, mais ça vous montre la richesse des assistants qui ont pu être créés chez Veolia, et ce n'est que le début. Aujourd'hui, on est à plus de 250 assistants en production. Donc, un assistant, c'est un workflow multi-agentique. Derrière, je vais vous expliquer les choix technologiques qui ont été faits. Différents cas d'usage. Comme vous l'expliquez, ici, vous avez une sélection de quelques cas d'usage. C'est pour vous montrer que la plateforme agentique de Veolia est utilisée à très grande échelle chez Veolia et est là pour résoudre différents types de problématiques sur les métiers de l'eau, des déchets, de l'énergie, également sur les fonctions transverses, comment est-ce qu'on accompagne les équipes marketing, comment est-ce qu'on accompagne les équipes commerciales pour leur permettre de pouvoir consommer les bases de connaissances techniques, les bases de données commerciales, les bases de données marketing directement dans un assistant et les aider à pouvoir fournir les meilleures solutions aux clients de Veolia. Également sur la partie formation. Donc on a des contenus de formation qui sont maintenant directement consommables, non plus en mode vidéo classique, où vous regardez une vidéo en mode passif, mais à travers des assistants de formation. Sur la partie sécurité, comment accéder à différentes procédures de sécurité et pouvoir directement poser la question que vous vous posez sans avoir à aller ouvrir la procédure de 30, 40 ou 50 pages et vous paluchez toutes les pages une par une. Les choix technologiques sont les suivants. On est sur une plateforme qui s'appuie sur des technologies open source. Vous avez ici les principaux frameworks qui ont été retenus, donc la partie LongChain et LangGraph, le framework Unstructured. L'ensemble des services est conteneurisé.
Sur la partie RAG, on s'appuie sur du Postgres avec l'extension pgvector. Et depuis peu, même si ce n'est pas encore en production, sur la partie MCP, donc un protocole open source qui a été initié par Anthropic pour Model Context Protocol, qui représente une nouvelle évolution, peut-être une révolution, qui va permettre de pouvoir, j'espère pour cette année chez Veolia 2025, exploser les cas d'usage possibles, où on va, grâce à un serveur MCP qu'on est en train de mettre en place et de construire, créer un pont entre la plateforme agentique Veolia Secure GPT d'un côté et de l'autre côté notre plateforme d'API Management qui donne accès à une majorité d'API disponibles chez Veolia. Donc aujourd'hui, la plateforme telle qu'elle existe, c'est une quinzaine d'agents et chaque agent a son propre toolkit, ce qui donne accès à un jeu d'API. Demain, dans les prochaines semaines, quand ce serveur MCP sera déployé et mis à disposition, on pourra chez Veolia accéder à des centaines d'API, donc à des centaines de tools, directement à travers ce serveur MCP centralisé. La partie LLM, donc on s'appuie sur les LLM de fondation. Ces LLM sont importants. On a également pris une direction qui est assez forte, avec laquelle tout le monde n'est pas toujours d'accord, c'est de ne pas se lancer sur l'entraînement de modèles. Nous ne sommes pas les mieux placés pour pouvoir entraîner des modèles. On voit que vous avez des grands acteurs sur le marché qui donnent d'excellents résultats. Et également, sur les cas d'usage, par principe, par défaut, on ne va pas sur du fine-tuning de modèles. Un LLM de dernière génération, avec un RAG bien configuré, peut donner d'aussi bons résultats, voire souvent de meilleurs résultats, et sera plus facile à maintenir en production par la suite. Sur la partie ouverture, comment est-ce qu'on ouvre la plateforme d'un point de vue technique? Comme je l'ai indiqué, toutes les fonctionnalités disponibles sur l'application, soit à travers son desktop ou son application ou son smartphone, sont également ouvertes par API. L'objectif, c'est que l'ensemble des équipes IT de Veolia puissent s'appuyer et consommer au quotidien ces API pour construire par-dessus. L'ouverture se fait aussi au niveau du code. On a une démarche d'inner source, donc d'open source inter-entreprise, où les équipes IT de Veolia peuvent accéder au code de la plateforme et contribuer directement. Donc c'est déjà une réalité puisqu'on a des équipes IT en France, en Espagne, aux États-Unis et en Inde qui contribuent à améliorer la plateforme et qui vont directement développer certaines fonctionnalités qui correspondent à leurs besoins, mais qui sont ensuite ouvertes à toutes les filiales de Veolia. Qu'est-ce qu'un assistant? J'aurais bien voulu passer plus de temps sur la partie technique, mais il m'aurait fallu au moins une heure de plus. Donc brièvement, un assistant, derrière, c'est un graphe de type LangGraph dans lequel on va orchestrer, coordonner différents agents. Chaque agent, à l'exception de l'agent superviseur et l'agent conversationnel, va être configuré avec un LLM et un tool ou un toolkit. L'objectif, c'est de pouvoir construire des assistants qui vont s'appuyer sur différents agents spécialisés, qui vont être en mesure d'exploiter au mieux le tool ou le toolkit avec lequel ils sont branchés. De cette façon-là, lorsque je construis un assistant sur la plateforme Veolia Secure GPT, on va aujourd'hui, comme on le fait depuis juin 2024, depuis l'ouverture de la plateforme, pouvoir configurer un assistant, pouvoir fournir la partie instruction ou système prompt de l'assistant, pouvoir modifier les configurations des différents agents et tools qu'on veut activer sur l'assistant, le tester immédiatement après. Donc, en quelques minutes, en moins de 10 minutes, j'ai mon assistant qui est configuré, je peux commencer à lui poser des questions, à le challenger, à l'utiliser en mode preview. Et quand il est prêt, je décide de le publier et de l'ouvrir aux personnes qui peuvent y accéder. Donc, une fois que c'est ouvert, l'assistant peut être consommé par l'application mobile, mais également directement par API. Ici, des chiffres réels. Donc ici, on n'est pas en nombre d'utilisateurs nominatif, mais en utilisateurs réels. C'est le nombre réel d'utilisateurs qui accèdent mensuellement à la plateforme Veolia Secure GPT. Donc c'est pour vous montrer l'engouement, l'accélération. Ces chiffres sont déjà un petit peu obsolètes, parce qu'aujourd'hui, on a plus de 100 000 utilisateurs uniques qui consomment la plateforme. Donc c'est pour vous montrer que le fait de laisser un choix très large de modèles, de leur permettre une autonomie complète ou quasi complète sur la création d'assistants, donne de bons résultats avec un niveau d'adoption très élevé. Une autre problématique que je n'ai pas évoquée ici, pour arriver à l'échelle, à cette transformation, vous avez 3 leviers pour toute transformation d'entreprise. Vous avez le levier technologie, j'en ai beaucoup parlé, people et process. Sur la partie people, dès fin 2023, entre septembre et novembre 2023, on a construit des contenus de formation
pour des champions et pour l'acculturation, avec 2 niveaux, donc des formations d'1 journée et demie pour les champions et des contenus d'acculturation en 2 heures pour l'ensemble des collaborateurs de Veolia. On s'est appuyé sur une communauté de champions qui a grandi. Aujourd'hui, c'est 400 champions sur les 57 BU de 57 pays où opère Veolia, pour former plus de 13 000 collaborateurs à ce jour. Cette formation va permettre à chacun directement dans son quotidien de pouvoir exploiter encore mieux ces nouveaux outils. En conclusion, la plateforme BioSecure GPT et le socle technologique qui a permis jusqu'à aujourd'hui d'accélérer l'adoption de ces nouvelles technologies au sein de Veolia, mais également 2 autres axes, 2 autres leviers qui sont indispensables, qui ont été mis en place pour aboutir à ce succès. La partie people, donc formation des collaborateurs, formation des champions qui vont pouvoir permettre de leverager, de se démultiplier au sein des filiales, et également la partie process, donc avec le programme AI for GreenUp, qui est là pour, avec l'aide des équipes data et des équipes digitales, pour permettre de pouvoir travailler avec les métiers sur les processus et de réinventer les processus, de ne pas vouloir uniquement automatiser le processus, mais de pouvoir le simplifier et l'augmenter avec ce nouveau panel de technologies. Je vous remercie. Je vais passer la main à Nasma et Thierry pour conclure. Tu peux rester, Fouad. Merci beaucoup, Fouad. Excellent retour d'expérience d'une mise à l'échelle de l'intelligence artificielle générative multi-pays. Réponse malheureusement, mais nous restons à votre disposition. Nasma sera au premier étage à Ask an Architect. Je serai moi-même au troisième étage. Vous avez le GenAI Innovation Center, donc venez nous voir, il y a plein de démos, plein de choses à voir. Fouad, tu seras disponible pendant ce salon? Oui, je serai disponible voilà, et j'aurai la chance d'assister et de présenter toute la journée au salon de ce jour. Alors, je voulais simplement vous rappeler, on a également un outil, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vous former, un outil qui s'appelle AWS Skill Builder, qui vous permet d'accéder à des cursus, des curriculums de formation. Il y a des formations qui sont gratuites, donc n'hésitez pas à les voir. C'est un moyen de vraiment vous former rapidement en ligne ou à travers des classes virtuelles. Allez voir Skill Builder, c'est vraiment un moyen de créer. Alors je voulais vous remercier. Alors, comme on le dit souvent chez Amazon, feedback is a gift. Vous avez un petit QR code pour la satisfaction. Donc vous ne répondez que si vous êtes satisfait. C'est une plaisanterie. Et l'idée, c'est bien entendu d'avoir votre retour parce qu'on veut s'améliorer à chaque instant et savoir si les sujets, par exemple, si vous avez des propositions de sujets, eh bien, on est tout à fait enclin à les écouter et surtout avoir votre retour aussi d'expérience de cette présentation. Merci, bon salon et à bientôt, très bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup, Fouad. Merci beaucoup.